Quand on prend un traitement comme le mien, c'est un traitement qui modifie le système immunitaire, qui modifie la réponse immunitaire. C'est vraiment ça. Bonjour à tous, je suis Jean-Baptiste, directeur de création associé chez Nutri & Co et je vous souhaite la bienvenue sur Next Step, notre podcast. Nutri & Co est une entreprise française qui veut hisser la nutraceutique comme réflexe du quotidien, préférant la prévention à la curation et l'éducation aux promesses marketing. Depuis le début chez Nutri & Co, on cherche à démocratiser la science et à expliquer nos produits. C'est ce qu'on fait avec nos infographies, notre chaîne YouTube, notre blog, mais dans ce podcast, en revanche, l'idée c'est pas de parler des produits, mais plutôt d'élargir l'horizon. On veut parler des sujets qui nous intéressent avec des gens qui nous passionnent. On est aujourd'hui le 8 juillet 2021 et on va enregistrer l'épisode 6 de ce podcast avec Lionel Commol, qui est directeur général de la fondation Arthritis. C'est une fondation qui finance la recherche sur les maladies articulaires. La spondylarthrite ankylosante fait partie de ces maladies et Lionel en est atteint. Pour autant, Lionel, tu es un sportif accompli, instructeur de pilotage, pilote de course, de rallye. Tu as également écrit un livre pour en parler, qui s'appelle La colonne bambou, on va en discuter ensemble. Et on est ensemble pour environ 1 heure, pendant laquelle on va parler notamment immunité, microbiote et articulation. Dans cet épisode, je suis de retour avec Camille, avec qui on avait déjà interviewé Muriel Urtis, qu'on salue. Je rappelle, Camille est notre responsable de la communication scientifique, que vous avez déjà vu dans les lives et vidéos Nutri & Co qu'on fait notamment sur Instagram. Et Camille, en fait, est là pour nous aider à mieux faire comprendre la science au plus grand nombre. Bonjour Lionel. Bonjour. Bonjour Camille. Bonjour. Donc j'ai fait les brèves présentations. On peut commencer. Camille, je sais que tu as pas mal de questions pour Lionel. Oui, absolument. Lionel, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui à Aix pour notre podcast ensemble. Alors Lionel et moi, on se connaît un peu d'une ancienne vie et on a un peu collaboré ensemble. J'ai été sensibilisée à son implication dans la fondation Arthritis. Et je suis très contente de le recevoir aujourd'hui pour parler un peu de tous ses engagements, de sa maladie et qu'il puisse vous inspirer aussi parce que c'est quelqu'un de très inspirant et de très positif malgré tout. Lionel, merci d'être avec nous. Alors, merci beaucoup, moi je suis très content d'être ici et c'est vrai que vulgariser la science et l'expliquer, c'est quelque chose de particulièrement important. On a travaillé ensemble sur ce sujet-là, Camille, et j'étais très très content que tu puisses nous aider là-dessus. Eh bien écoute, plaisir partagé. Alors JB le disait en introduction, spondylarthrite ankylosante. C'est un sacré nom barbare pour une maladie articulaire, une maladie dont tu souffres. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ce qu'est cette maladie et quels en sont les symptômes ? Alors oui, cette maladie c'est un rhumatisme. Alors, quand on parle de rhumatisme, attention, on ne va pas parler que des maladies qui sont réservées aux personnes âgées. Un rhumatisme, ça peut arriver très très tôt dans la vie. Des enfants peuvent souffrir de rhumatisme. Et en l'occurrence, la spondylarthrite ankylosante, c'est un rhumatisme inflammatoire chronique. Et c'est le système immunitaire d'un seul coup qui va se retourner contre lui-même et qui va aller attaquer les articulations. Alors, dans la spondylarthrite ankylosante, c'est les articulations des vertèbres qui vont être touchées, des hanches aussi. C'est ce qui s'appelle une maladie plutôt axiale. Et son mode d'action, globalement, c'est de venir souder les articulations entre elles. Donc elle va aller attaquer l'anthèse de l'articulation. Qu'est-ce que c'est l'anthèse ? Eh bien l'anthèse, c'est le lien ligamentaire qu'il y a entre toutes les articulations. C'est des tout petits ligaments qu'il y a entre les articulations. Et donc ça va venir calcifier ce lien-là. Et petit à petit, cette calcification va s'étendre jusqu'à souder complètement l'articulation. C'est pour ça qu'on appelle cette maladie la maladie de la colonne bambou. Parce que l'issue de cette maladie, c'est d'avoir la colonne vertébrale complètement soudée comme un bambou. On imagine le handicap que ça peut amener, et puis sincèrement, quand l'inflammation est à son paroxysme, les douleurs que ça procure, c'est absolument insupportable. D'accord. Et toi, à quel âge on t'a diagnostiqué cette maladie ? Alors moi, c'est une histoire un peu longue et particulière, finalement, cette maladie, puisqu'on m'a diagnostiqué la maladie très très tard. Ce sont des maladies qui sont peu connues. D'ailleurs, je suis intimement convaincu que la plupart des auditeurs ne connaissent pas aujourd'hui la spondylarthrite ankylosante. Eh bien, il y a 15 ans,
Les médecins ne la connaissaient pas non plus. Aujourd'hui, on la connaît de mieux en mieux. Ça se diagnostique de plus en plus facilement, mais malgré tout, il y a quand même une errance thérapeutique, c'est-à-dire le temps entre le moment où on a mal et le moment où on est diagnostiqué dans la spondylarthrite ankylosante qui peut dépasser 5 ans. Alors moi, c'était il y a une vingtaine d'années, et les premiers signes de cette maladie, ça a été des cauchemars qui revenaient régulièrement. Des cauchemars toujours les mêmes, c'était des serpents qui venaient me mordre le dos, ou alors des citernes qui explosaient dans mon dos, et quand elles explosaient, il y avait des bouts de métal qui rentraient dans mon dos. Et donc j'avais entre 5 et 7 ans à cette époque-là. Je me réveillais souvent le matin en pleurs, en ayant ces cauchemars-là, et on ne savait pas vraiment pourquoi. Et tu avais déjà mal au dos à cet âge-là ? Exactement, et j'avais déjà le début des signes de la maladie, parce qu'en fait, quand tu m'as dit comment ça se manifeste en tout cas au début, très souvent dans la partie fin de nuit, début de matinée. En fait, c'est des douleurs qui sont extrêmes et qui sont dans le dos, en fait, dans le dos ou dans les articulations, les hanches, dans les poignets, et donc c'est comme ça que ça se manifeste, parce que le système immunitaire en fin de nuit, début de matinée, là, quand on est vers 4 ou 5 heures du matin, c'est là où il est le plus actif, et donc c'est là où ça fait le plus mal. D'accord. Et donc moi, après ces rêves assez récurrents, eh bien, j'ai commencé à faire du ski en compétition quand j'avais 10-11 ans. Et là, je me suis plaint de plus en plus souvent du dos. Alors on a cru que c'était parce que je faisais trop de sport, parce que je grandissais. Donc ça, c'était des diagnostics absolument incroyables, de tous les rhumatos, parce que j'ai fait un parcours du combattant. Je suis allé voir plein de médecins. Donc il y en a plein qui disaient il grandit trop vite, d'autres il fait trop de sport, parce qu'effectivement j'adorais ça. Et il y en a même certains qui sont allés jusqu'à dire à mes parents, en fait, il a rien, votre fils, c'est dans sa tête. C'est du cinéma. C'est du cinéma. C'est fou, ça. Non, mais c'est pour construire sa confiance quand on a 14-15 ans, qu'un médecin dit à vos parents, non, il a rien, il se plaint pour rien, c'est du cinéma. C'est pas évident. Et du coup, le mot, il a été posé à quel âge ? Le mot, il a été posé relativement tard, en fait. Et c'est d'ailleurs pour ça que je crois beaucoup à la communication. Parce que, et aux formations, donc ce type de podcast c'est hyper important, je pense. Parce que vers 20 ans, je suis allé voir un médecin qui n'était pas un rhumato, donc, qui était un rhumato, mais qui n'était pas un médecin de Paris, un grand ponte ou quoi que ce soit, qui était un ami de ma mère, en fait, rhumato, et qui venait de faire une formation sur les rhumatismes inflammatoires chroniques, qui venait d'avoir quelque chose, une grande formation sur le sujet. Et donc, il me dit, je pense à quelque chose, je suis pas sûr, mais faisons des tests génétiques. Et en fait, effectivement, prise de sang, test génétique, boum, il tombe dessus. Et là, il m'annonce spondylarthrite ankylosante. Donc, c'est génétique. Alors, c'est une maladie qui a une composante génétique. D'accord. En fait, pour pouvoir diagnostiquer une spondylarthrite ankylosante, la plupart du temps, on va aller chercher un gène qui s'appelle le HLA-B27. Si ce gène-là, si on est HLA-B27 positif, donc si ce gène-là existe, globalement, il y a plus de chances de déclencher cette maladie. Mais ce n'est pas une condition nécessaire et suffisante. 10% de la population aujourd'hui ont un gène HLA-B27 positif et il n'y a pas 10% de malades. Malgré tout, les signes de douleur, le signe inflammatoire plus le gène, ça, c'est un concours de circonstances qui diagnostique cette maladie. Et une simple prise de sang permet de se rendre compte ? Oui, c'est une aussi prise simple de sang, que ça. exactement, avec une mesure un peu particulière justement de ce gène HLA-B. D'accord. Et alors du coup, tu disais que tu avais vu beaucoup de médecins tout au long de ta vie. Ouais. Alors quel est ton rapport avec les médecins justement ? Est-ce que ils t'ont dit que tu pouvais faire du cinéma, mais est-ce qu'après tu as eu des traitements, j'imagine, une fois que le diagnostic était posé ? Alors, le diagnostic, ça a été un moment assez compliqué. J'avais une vingtaine d'années, j'avais une petite amie qui était en école d'infirmière. Et donc, il me dit ça, il me dit, spondylarthrite ankylosante, c'est un peu dur. Et pouf, il me laisse dans la nature comme ça, avec ce mot-là. Je vais regarder dans les cours de ma petite amie, dans le Vidal en l'occurrence, et puis là, je vois une description qui est juste insupportable en fait. Ils disent maladie de la cône de bambou, ils montrent une photo d'une personne, d'une sorte de vieillard de 40 ans qui est soudé, qui est voûté, et qui disent, voilà, ça c'est l'issue de la maladie, avec l'inflammation, ça va souder les articulations.
Et tu vois ça à 20 ans, toi? Et moi, je vois ça à 20 ans et je me dis, mais non, c'est pas moi. Moi, je suis en école d'ingénieur, je veux devenir pilote professionnel, je suis sportif. Non, c'est pas moi et ça me ressemble pas. Et donc, j'ai complètement omis ce truc-là en disant, mais c'est pas ça. J'ai essayé de m'en sortir comme ça. Malgré tout, j'avais hyper mal. Et de plus en plus, un des signes de la maladie, c'est qu'en fait, ça évolue par crise. Il y a des moments où le système immunitaire est complètement déréglé et ça va pousser. Et il y a des moments où on est un peu plus tranquille. Et donc, dans les moments de crise, je galérais quand même beaucoup. Et je continuais à aller voir des rhumatos pour qu'ils puissent me donner des anti-inflammatoires et qu'ils me donnent quelque chose pour que j'aille mieux, quoi. Et le rapport que j'ai eu à ce moment-là, c'était pas le bon parce que moi, je voulais faire pilote automobile. Je faisais du ski en compétition et tous les médecins me disaient mais faut que t'arrêtes le ski, compétition automobile, faut surtout pas faire. Et donc il y en a un qui m'a expliqué, il me dit regarde, tu viens me voir, t'as un panari sur le doigt et tu viens me voir et tu m'expliques que t'as essayé de planter un clou dans un mur et puis finalement avec le marteau t'as loupé le clou, tu t'es tapé sur le doigt et tu viens me voir en disant j'ai mal au panari. Ben, en fait, non. Donc, il me disait, arrête le sport et calme-toi sur le sujet. Mais moi, j'y croyais pas. J'y croyais pas parce que chaque fois que je revenais de sport auto, c'est pas là où j'avais le plus mal, au contraire. Ça m'avait tellement galvanisé. Ça m'avait tellement donné du plaisir, de l'adrénaline, que je me sentais même mieux. Donc, j'ai continué et j'ai plus cru à ce qu'il me disait. Jusqu'au moment où il a fallu... j'ai pas pu passer à côté, quoi. Quand tu dis au moment où tu as plus pu passer à côté, c'est quoi? Cette maladie, en fait, elle m'a rattrapé et la dénier, c'était plus possible. C'était plus possible. Et donc, j'ai passé, je me rappelle encore, hein, c'était cette année 2003, particulièrement difficile. J'avais de plus en plus mal. Je dormais de moins en moins parce que les douleurs m'empêchaient de dormir. Et je prenais de plus en plus de morphine. De plus en plus d'antalgiques, je prenais une batterie de café, de cachet, je suis même devenu morphinodépendant, tellement je prenais de la morphine et puis au bout d'un moment cette morphine ne faisait même plus rien, je pouvais plus prendre des doses supplémentaires, en tout cas hors hôpital, et je suis tombé sur un traitement qui était absolument incroyable. À l'époque, la mère de mon copilote, qui est un ami d'enfance, déchire une page d'un magazine, un magazine de santé, qui explique qu'aux États-Unis, ils ont trouvé des solutions avec des traitements de nouvelle génération pour les problèmes articulaires. Et donc elle me dit, regarde, il y a des choses qui existent pour toi, parce qu'elle me voyait dériver. J'avais perdu 14 kilos, j'arrivais plus à me nourrir normalement parce que je croyais, il y avait des croyances sur les problématiques articulaires, notamment autour du gluten, autour du gras, autour d'un tas de trucs. Donc j'avais arrêté de tout manger et je peux vous dire qu'il y a 20 ans, quand vous arrêtiez de manger du gluten, c'était une catastrophe la nourriture. Il n'y avait rien de prêt encore, il n'y avait pas du tout le marché qui s'était développé. Moi, ce que je trouve dingue, c'est que on est donc là en 2003, on est sur une maladie en fait que personne connaît. Tu peux en parler à personne en fait là, à cette époque-là, quasiment, à part ceux qui ont fait des formations. Mais exactement, on peut en parler à personne. C'est une maladie qui est plutôt invisible au début parce que effectivement, à l'issue de la maladie, c'est d'être complètement soudé. Mais avant d'être soudé, ça se voit pas puisque c'est à l'intérieur du corps. On se retrouve bien seul. Moi, la chance que j'ai eue, c'est que mes parents y ont toujours cru, me faisaient confiance et se disaient il n'est pas en train de raconter des bêtises. Heureusement, parce que sans ça, je pense que j'aurais été particulièrement touché. Mais bon, j'ai toujours cru en moi. Je me suis accroché à l'idée de pouvoir piloter un jour. Et tous les matins, je faisais des exercices que j'avais identifié que faire du sport, ça me faisait hyper mal. Mais par contre, juste après, je me sentais un peu mieux. Parce que le fait de bouger les articulations, notamment le matin, c'était une sorte de dérouillage. Et que je cassais un peu cette colle qui venait sur mes articulations. Eh bien, quand j'ai été diagnostiqué, le médecin m'a dit, dans cette maladie, il y a un protocole le matin qui s'appelle le dérouillage matinal. Moi, je faisais ça depuis déjà 10 ans, quoi. Parce que j'avais découvert ça déjà depuis le début. Et heureusement que tu as fait ça 10 ans avant. Mais bien sûr.
Bien sûr, sans ça, je pense que j'aurais été beaucoup plus endommagé et c'est sûr que mes qualités physiques aujourd'hui auraient été fondamentalement différentes, ça c'est clair. Et donc, fin 2003, je me mets en quête de trouver ce médicament et de pouvoir le prendre parce que c'est devenu le Graal pour moi. J'avais qu'une seule idée en tête, c'était de le prendre tous les jours quand je me levais. Je me disais, mais il faut que j'arrive à ce traitement pour pouvoir faire ce que j'ai envie, c'est-à-dire piloter, c'est-à-dire continuer à vivre ma vie. Et j'ai pu accéder à ce traitement avant même qu'il soit remboursé par la sécurité sociale en France. C'était tout début 2004. Je prends ce traitement et là, en un mois et demi, ça a transformé ma vie. Je suis passé d'un homme qui n'arrivait plus à marcher, qui sentait que même en respirant, j'avais des douleurs parce qu'en fait, ça venait attaquer aussi le plexus, à quelqu'un qui a recommencé la course à pied, quelques running 3 semaines après le début du traitement, et ensuite la reprise du sport automobile, de mes projets. Voilà, moi j'essayais les voitures avant qu'elles sortent en série, hein. Ça c'était mon métier d'ingénieur, donc c'est quand même absolument incroyable d'essayer de faire de sa passion un métier, et j'ai repris ça avec plaisir, passion, et évidemment le sport automobile pour arriver aujourd'hui à devenir ambassadeur d'une marque, et avoir piloté dans des épreuves du championnat du monde, notamment pour cette marque-là. Et donc, j'ai repris tout ça grâce à un traitement. Alors, c'est des injections, hein, toutes les semaines que je me fais, mais c'est comme ça que j'ai compris que la recherche, ça ne servait pas à rien. Et que moi, je devais être l'exemple de ça. Cette recherche-là, elle fait avancer des choses, elle sauve des vies. Parce qu'à l'époque, je me posais la question de savoir comment le matin, j'allais pouvoir me lever et continuer à vivre normalement, quoi. Et du coup, ça fait lien avec la fondation Arthritis, parce que tu parles de financement. Le financement, il faut qu'il vienne de quelque part, il faut l'organiser. C'est un peu comme monter une boîte quelque part, avec un but, une stratégie. Est-ce que tu peux nous parler de la fondation Arthritis et de qui l'a fondée? Toi, tu en es directeur général, il me semble. C'est ça. T'es pas fondateur? Non. Ok. Tu peux nous raconter un peu qui tu as rencontré Exactement. Eh bien, ça fait tout à fait le lien parce qu'en fait, cette fondation finance la recherche sur les rhumatismes inflammatoires chroniques et évidemment, quand je me suis rendu compte que cette recherche pouvait sauver des vies, je me suis dit qu'il fallait que j'avance. Alors pourquoi ? Parce que ces traitements-là, aujourd'hui, ne guérissent pas le patient, mais le mettent finalement un peu en suspens. Il y a aussi beaucoup de patients, et ça m'est arrivé, qui font des échappements thérapeutiques, c'est-à-dire qu'à un moment, le traitement ne marche plus et on se retrouve comme si on n'avait rien. Et donc là, on est vraiment dans une mauvaise position. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles je me suis engagé en me disant, je veux essayer de trouver un traitement de guérison. Et c'est cette fondation qui finalement me donne les outils. Alors, cette fondation, elle est née il y a une 30aine d'années, au travers d'un homme qui en avait assez de voir sa femme souffrir d'une polyarthrite rhumatoïde hyper sévère. Et qui en avait assez d'entendre les médecins dire qu'il n'y avait rien pour elle à part des antidouleurs et que c'était la seule solution avec la cortisone. Et donc cet homme-là donnait pas mal d'argent à différents instituts de recherche, mais il ne voyait pas que cet argent allait sur ces maladies-là, particulièrement celles dont souffrait sa femme. Et donc il a décidé de créer un organisme qui allait dédier tout l'argent collecté à la recherche sur la polyarthrite rhumatoïde et notamment les rhumatismes inflammatoires chroniques. Cet homme-là, c'est Jacques Courtin-Clarens, le créateur des cosmétiques Clarins. Et donc, à partir de ce moment-là, en 1989, il a créé l'ARP, l'Association de recherche contre la polyarthrite rhumatoïde, qui est devenue en 2006 la Fondation Arthritis, une fondation reconnue d'utilité publique, qui n'est pas une fondation d'entreprise Clarins. C'est la famille Courtin-Clarins qui a créé cette fondation, et comme une fondation reconnue d'utilité publique, elle est complètement indépendante de la société Clarins, et elle n'appartient globalement à personne. C'est une entité en elle-même qui est complètement dédiée au financement de la recherche. Et donc cette fondation, après cette reconnaissance d'utilité publique, a évolué dans sa stratégie pour aujourd'hui financer l'ensemble des rhumatismes qui existent aujourd'hui, les rhumatismes d'usure qui peut arriver pour les personnes âgées. Et ça, on parle de mécanique de l'articulation avec
le cartilage, avec comment s'use le cartilage, parce qu'il y en a qui ont des cartilages qui s'usent beaucoup plus vite que d'autres, et comment on fait pour accompagner ça. Et de l'autre côté, les rhumatismes inflammatoires chroniques, qui là est une problématique du système immunitaire, et donc un travail sur l'auto-immunité, la génétique et tout le reste. D'accord, donc avec la Fondation Arthritis, finalement, vous financez des projets de recherche sur tous ces aspects-là, articulation, immunité, microbiote aussi, non ? J'ai cru entendre que vous aviez un gros projet là-dessus. Oui, exactement. Alors, on travaille en étroite collaboration avec les académiques, puisque nous, on finance essentiellement l'INSERM, le CNRS, le CEA, l'INRA, vraiment, parce que c'est des académiques. Et on a, depuis quelques années, changé notre stratégie avec une volonté d'impacter le patient avec cette recherche-là. Et oui, on a des projets qui sont hyper excitants. Notamment un projet qui est emblématique aujourd'hui, dans lequel la Fondation a injecté plus de 4 millions d'euros, je dis bien 4 millions d'euros sur les 3 dernières années, c'est particulièrement important, et c'est un projet qui demain pourrait guérir la polyarthrite rhumatoïde. Je peux vous annoncer aujourd'hui qu'on a déposé des brevets en tout début d'année 2021, et que notre volonté en début d'année 2022, c'est de lancer des essais précliniques sur une guérison de la polyarthrite rhumatoïde. Et ça, c'est un des projets emblématiques, parce que c'est les racines finalement de cette fondation, cette polyarthrite rhumatoïde, et demain éventuellement guérir cette maladie qui pourrait être une révolution dans le monde entier. C'est assez dingue ce que tu dis là, qu'il y aurait des solutions, peut-être une solution demain pour 2022 pour guérir cette maladie. Et oui, nous aussi on est très très excités par ce projet-là. C'est d'ailleurs pour ça qu'on y met autant d'argent. C'est un des key opinion leaders dans la polyarthrite rhumatoïde, qui est français, qui a découvert il y a 20 ans, grâce à la fondation aussi, le test diagnostic de la polyarthrite rhumatoïde, qui aujourd'hui est utilisé mondialement. Si vous souffrez d'une polyarthrite rhumatoïde, vous ferez ce test-là. C'est un test qui a été développé aidé par la fondation et découvert par ce chercheur. Avec ce chercheur, on a retravaillé ensemble sur la base de ce test-là pour arriver sur une solution de guérison de la polyarthrite rhumatoïde. Alors ça, c'est canon. Mais il y a d'autres projets aussi qui sont incroyables, parce que l'idée, c'est d'essayer de s'appuyer sur les révolutions techniques qu'on est en train de vivre aujourd'hui. En fait, on a des ruptures technologiques qu'on est en train de vivre, et qui vont nous permettre d'apporter des réponses à des questions qu'on se posait il y a 10 ans et sur lesquelles finalement on n'avait pas de réponse. On a un prisme aujourd'hui de lecture de la science qui est fondamentalement différent, notamment avec les big data, notamment avec l'intelligence artificielle, et il faut absolument intégrer toutes les ruptures technologiques pour pouvoir répondre à des questions qu'on se posait depuis des dizaines d'années, et notamment sur le microbiote. On a des outils aujourd'hui qui peuvent mesurer tous les milliards de microparticules et de bactéries qui sont dans le microbiote. On ne savait pas le faire avant. Il y a quelques années, on a décodé l'ADN, parce qu'on a des outils de mesure qui nous permettent de le faire maintenant, et des logiciels de calcul qui le font. On s'attaque au microbiote, et donc des réponses sont en train de venir. Et oui, le microbiote est une source d'immunité pour le corps. Et donc, travailler sur le microbiote, c'est aussi travailler sur la régulation de l'immunité et de l'inflammation du corps. Et d'ailleurs, je vous conseille, pour ceux qui ne l'ont pas écouté, de réécouter l'épisode 3 de notre podcast avec Emmanuel de chez Naibou, qui a une boîte vers Rennes et qui fait des analyses du microbiote pour tout le monde. Tu peux envoyer un échantillon et ils vont analyser ton microbiote. Voilà. Je fais des ponts entre les différents podcasts qu'on a déjà enregistrés. Mais bien sûr, c'est hyper intéressant. Nous, on a un projet qui s'appelle Myriad, qui est en collaboration avec l'INRAE, d'ailleurs dans lequel on investit plus de 800 000 euros depuis 4 ans, qui va amener peut-être demain à une première solution thérapeutique de transplantation fécale du microbiote. On a découvert que pour la spondylarthrite ankylosante, il y avait une bactérie qui existait chez les patients qui souffraient de spondylarthrite ankylosante, mais pas chez les patients contrôle qui ne souffraient pas. Alors on ne sait pas si cette bactérie est pathogène, mais malgré tout, il y a quand même quelque chose dans le microbiote. Et donc travailler sur le microbiote, c'est particulièrement important. Et évidemment,
le lien avec Nutri&Co est tout à fait intéressant pour nous parce que j'en suis convaincu, dans quelques années, il faudra qu'on enrichisse notre microbiote et il faudra que l'appauvrissement finalement des qualités nutritives de l'ensemble des légumes, des fruits et légumes qu'on mange soit compensé par une nutraceutique qui soit hyper solide, hyper contrôlée et qui soit hyper personnalisée aussi, je crois. Oui, et toi, en tant que patient et au contact sûrement de patients, est-ce qu'il y a une démarche de la part des patients nutraceutiques ? Est-ce que, en plus des traitements, j'imagine médicaux, il y a une envie de supplémentation, de prendre un peu plus en main encore sa santé pour agir sur les signes, les symptômes de la maladie ? Alors, évidemment. En fait, sur les maladies chroniques comme ces maladies-là qui sont là au long cours, qui font mal tout le temps, qui érodent les volontés, on a souvent des moments où on rejette l'ensemble de la thérapie médicale en fait, parce que ça suffit. Ça suffit de s'injecter dans le corps des produits qu'on ne comprend pas. Ça suffit de prendre des cachets qui nous... Il y a des effets secondaires qui amènent des effets secondaires incroyables. Bien sûr, rien n'est gratuit en fait. Quand on prend un traitement comme le mien, c'est un traitement qui modifie le système immunitaire, qui modifie la réponse immunitaire. C'est vraiment ça. Il y a le système immunitaire qui d'un seul coup se dit « Ah ben il y a une articulation qui est enflammée, donc j'envoie des anticorps anti-inflammatoires en grand nombre dessus. » Eh bien je prends un traitement qui stoppe ce truc-là et donc qui leurre mon système immunitaire. Donc c'est quand même... c'est pas anodin. Non, c'est pas anodin. Du coup, ça peut te rendre plus fragile à d'autres maladies, d'autres infections ? Mais tout à fait. Et d'ailleurs, ça a été un sujet pendant la crise du Covid, en fait. Parce que un des traitements dont je parle, qui s'appelle les biothérapies, c'est un traitement pour la polyarthrite rhumatoïde qui s'appelle un anti-IL-6. Et vous avez entendu parler, en fait, de cet anti-IL-6 qui était à un moment utilisé lorsque les poumons étaient hyper attaqués, parce qu'il parlait d'orage cytokinique. En fait, les cytokines, c'est les véhicules d'information de l'inflammation. Et donc, quand il y a un orage cytokinique, c'est-à-dire qu'il y a le système immunitaire qui dit je mets du gaz pour pouvoir envoyer des anti-inflammatoires, mais partout. Et donc, ça allait dans les poumons, et c'est ce qui faisait des problématiques de respiration. Enfin, en tout cas, oui, c'est ça, d'oxygénation. Est-ce qu'il donc qu'on devait brancher les exactement. gens, ouais. Et donc, prendre un anti-IL-6, ça veut dire aussi stopper finalement ces véhicules d'information d'inflammation et donc éviter cet orage cytokinique. C'est ce qui se passe exactement dans la polyarthrite rhumatoïde. Sauf D'accord. que ça ne vient pas sur les poumons, ça vient sur les articulations. Et donc oui, on est, quand on prend ce type de traitement, on est immunodéprimé. Alors juste immuno, parce que moi je ne suis pas déprimé, je vous le dis. Non, ça s'entend, je crois. Ok, super intéressant. En plus, c'est vraiment chouette. C'est intéressant de rentrer dans la technique et dans les détails un peu scientifiques de la chose. Est-ce que tu peux nous expliquer, nous dire un peu combien de personnes ça touche, toutes ces maladies articulaires en France où, ça représente une grosse part de la population ? Alors oui, c'est d'ailleurs assez incroyable parce que l'image qu'on a du rhumatisme n'est pas du tout l'impact qui se passe aujourd'hui dans la population. Il faut se dire quand même que le rhumatisme, c'est aujourd'hui la principale cause de handicap dans le monde. Mais bien sûr, parce que le rhumatisme, ça fait quoi ? Ça soude les articulations ou alors ça les détruit et du coup, ça bloque le mouvement. Dès que vous bloquez le mouvement du corps, eh bien vous développez d'autres types de pathologies, diabète, obésité, cancer. Et donc, d'un seul coup, ça devient une maladie qui a des comorbidités qui sont absolument incroyables. Alors, si on parle de chiffres, le rhumatisme d'usure en lui-même, l'arthrose, ça, en Europe, c'est à peu près 10 millions de personnes. En France, pardon, c'est 10 millions de personnes. En France, 10 millions de personnes. 10 millions de personnes qui souffrent sur 7, quoi. D'arthrose, oui. Ok. Et dès les jeunes, finalement, dès le plus jeune âge. Un jeune sur 3, aujourd'hui, c'est plein d'une articulation. Oui, mais alors ça peut être quelqu'un qui s'est fait une entorse, ça rentre dedans ? Mais c'est une bonne question. Oui, ça rentre dedans. Okay. Mais pourquoi ça rentre dedans ? Parce qu'on s'est rendu compte que dès lors que vous avez de la traumatologie, vous développez des arthroses beaucoup plus vite.
Et donc si c'est pas bien traité, demain vous allez avoir mal, demain vous serez bloqué. Et donc c'est vraiment un vrai sujet. Donc là on parle d'arthrose, mais si on parle aussi de rhumatisme inflammatoire chronique, polyarthrite rhumatoïde, spondylarthrite ankylosante, mais aussi le lupus, la maladie de Bougereux-Jeghren, eh bien ça c'est environ 1% de la population. Ouais, Donc entre 600 et 800 000 personnes qui souffrent de rhumatisme inflammatoire chronique, plus de 4000 enfants, c'est-à-dire, quand je dis enfants, c'est-à-dire moins de 12 ans, qui souffrent des articulations de ce qui s'appelle d'une arthrite juvénile. Et cette arthrite juvénile va demain handicaper cette personne. Donc oui, on est pour moi sur une priorité de santé publique, mais par contre, le problème c'est que ça n'a pas l'image que finalement l'impact que ça peut avoir. Et la recherche, du coup, sur toutes ces maladies, finalement, par rapport à la recherche sur le cancer, tu vois, dans quelle proportion est-ce que c'est vraiment pris en compte par la science ? Est-ce qu'on se dit que c'est un axe de recherche majeur pour notre avenir ? Mais non, pas assez. Mais parce que ce sont des maladies qui ne se voient pas, finalement. Ma grand-mère, elle avait du rhumatisme, elle est morte vieille, donc du coup, on ne s'en occupe pas. Toutes les maladies qui ne sont pas, finalement, à forte mortalité, on s'en occupe beaucoup moins. Et donc, comme on s'en occupe moins, il n'y a pas assez de chercheurs dans le domaine, et en plus, il n'y a pas beaucoup de budget dans le domaine. La Fondation est la principale source de financement privé de la recherche sur le rhumatisme. On donne à peu près 2 millions d'euros par an à la recherche, ce qui est déjà beaucoup, mais ce qui est évidemment pas assez au niveau de la recherche. Et donc notre volonté évidemment c'est d'aller beaucoup plus loin que ça, d'aller à 10, 20, 30 millions d'euros par an à la recherche, parce qu'on s'est rendu compte d'une chose absolument fondamentale ces derniers mois et cette dernière année, c'est que lorsque vous mettez de l'énergie et de l'argent dans un dossier, dans un projet, eh bien il avance à une vitesse folle. Comment c'est possible qu'en un an on puisse sortir un vaccin sur une maladie qu'on ne connaissait pas il y a 1 an et demi, parce qu'on y a mis de l'argent et de l'énergie. Et donc c'est pour ça que nous, on essaie de faire ça. Et un des axes, c'est de développer, de recharger la masse critique de chercheurs qu'il y a dans ce domaine. Et donc on fait de la formation en finançant des thèses de recherche d'étudiants pour générer des vocations, et que demain, ces thésards soient des jeunes talents et peut-être des prix Nobel qui découvriront comment on se sentira mieux avec nos articulations. Et alors vraiment sur la maladie en particulier qui te touche, donc la spondylarthrite ankylosante, est-ce que tu as un chiffre ? Oui, j'ai un chiffre, 250 000 personnes. 250 000 personnes en France aujourd'hui. Ouais. C'est quand même conséquent. Mais c'est énorme. Et en plus, 250 000, sachant que ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'il y en a plein qui sont non diagnostiqués en fait. Et plus ça va, plus on en diagnostique, et on se dit, c'est une maladie qui est en train de grimper en termes de chiffres, ça veut dire que... Non, mais c'est en train de grimper tout simplement parce qu'il y en a plein qui ne sont pas diagnostiqués. Bien sûr. Mais moi, si je me suis mis à écrire ce livre-là, et si je me suis engagé un peu dans la communication autour de ces maladies-là, c'est parce que je me suis rendu compte, autour de moi, qu'il y avait plein de personnes qui souffraient du dos, en l'occurrence, qui venaient me voir en disant « Ah, il paraît que tu as souffert du dos, que tu t'en es sorti, explique-moi ce qui se passe, moi j'ai ça. » Et je me suis dit « mais ils sont en train de vivre la même chose que moi. » Et donc j'ai décidé de communiquer dessus en me disant il faut que je raconte cette histoire-là pour qu'il y ait plein de gens à un moment, qui se posent la question et qui se disent, est-ce que c'est pas le matin que j'ai mal, plus mal que l'après-midi? Est-ce que le fait d'avoir bougé, je me sens un tout petit peu mieux? Et ainsi de suite. Mais oui, mais c'était un super exemple en fait, parce que tu es patient, sportif et au cœur de la recherche. Donc au final, tu joues sur tous les fronts. Et comment tu arrives à concilier tout ça finalement? Est-ce que le sportif que tu es et ton rôle de sportif auprès de marques, d'entreprises a des répercussions? Est-ce que tu arrives à faire des synergies de tes mondes? Alors, c'est parce que je suis finalement sportif et que je suis ambassadeur de la marque Honda, par exemple, dans le sport automobile, que je suis entré aussi à la Fondation. D'abord en tant que porte-parole et ensuite en tant que directeur. Donc, oui, je fais un lien parce que globalement, je suis l'exemple que la recherche ne sert pas à rien. Grâce au traitement que je prends, je suis capable d'effectuer des performances de haut niveau dans un bon championnat lorsque je suis derrière le volant. Et donc, ça, c'est
un point vraiment particulier de mon travail, c'est d'expliquer que tout ça sert pas à rien, mais aussi le sport, en l'occurrence le sport auto, ça a été pour moi une sorte de fil rouge. C'est ce qui m'a permis de tenir, surtout dans ces maladies qui bloquent les articulations, qui bloquent le mouvement. L'immobilisme, c'est donner toutes les clés à cette maladie de pouvoir vous verrouiller, vous souder chez vous. Et donc moi, la simple perspective de me retrouver derrière le volant, je me levais tous les matins avec toutes ces douleurs-là en me disant je vais faire des exercices parce que dans 3 semaines, je dois être derrière mon volant et je dois essayer de me battre pour devenir pilote professionnel. Et donc ces exercices-là, ça a été hyper salvateur parce que je ne me suis pas laissé avoir par ça. Et c'est une des raisons pour lesquelles aussi je crois très peu en l'arrêt maladie. Parce que l'arrêt maladie, dans le milieu professionnel, c'est aussi rester chez soi et c'est aussi rentrer dans l'immobilisme. C'est d'un seul coup laisser les clés à ce type de maladies qui viennent bloquer les articulations. Donc le sport, c'est hyper important parce que le sport, c'est quoi ? C'est l'art du mouvement en fait. Et que ces maladies, ça bloque le mouvement. Ouais, après, quand on est arrêté pour une épaule bloquée, il y a aussi des maladies pour lesquelles il est quand même nécessaire de s'immobiliser. Oui, alors évidemment. Non, mais je crois très peu. Il y a évidemment des moments qui sont nécessaires et où le corps doit se reposer, où le corps doit se recentrer, parce que si on veut se battre contre ce type de maladie, il faut se recentrer sur l'essentiel. Est-ce que tu as des prochains défis sportifs, des défis personnels qui alimenteront justement ton énergie ? Des défis, j'en ai toujours. Déjà, un des premiers, c'est de guérir ces maladies. Et là, on s'approche vraiment très très fort d'une des maladies. Donc ça, c'est vraiment très excitant pour moi. Et ensuite, sur le plan sportif, aujourd'hui, disons que j'ai plus de défis de performance pure dans un championnat de haut niveau. Par contre, j'accompagne des personnes, des donateurs de la fondation qui veulent apprendre à piloter et je les accompagne dans des courses de voitures. Et en l'occurrence, je vais me retrouver dans pas très très longtemps au circuit du Castellet, dans le coin, que je connais bien. Un circuit dans lequel j'ai roulé en championnat de France, circuit avec une Ferrari F430 Scuderia avec comme coéquipier Sébastien Ogier, parce que c'est un ami, et oui, on a croisé le fer en rallye ensemble, et donc dès qu'on peut, on essaie de se retrouver sur les circuits pour piloter ensemble, justement. Et donc, je reste hyper aiguisé sur l'aspect physique pour pouvoir être en capacité de piloter n'importe quoi. Et d'ailleurs, je pense qu'en novembre, j'aurai l'occasion de piloter à nouveau une Formule 1. Et donc, je m'y prépare avec le plus grand soin parce que j'ai envie de profiter du mieux possible de cette occasion qui va m'être donnée sur le circuit de Barcelone avec la Formule 1 de Pastor Maldonado. Un V10 qui chante de façon merveilleuse. Alors tu parlais de routine, Lionel. Pour rester aiguisé, c'est quoi ta routine chaque jour ? Alors effectivement, disons que pour moi le sport ça a été un moyen de survivre. Donc aujourd'hui et depuis 20 ans, j'ai tellement pris l'habitude de me dérouiller le matin que c'est devenu une sorte de réflexe automate. Et je me lève très tôt le matin, vers 5h30, 6h, pour pouvoir faire 1 heure d'exercice. Alors qu'est-ce que je fais ? Une fois sur 2, je fais un ensemble, une routine de renforcement et d'assouplissement que j'ai identifié moi-même et que j'enrichis avec l'ensemble des connaissances que je peux avoir au fur et à mesure du temps. Et une autre fois, je fais de la course à pied, du running, donc 1 heure ou 1 heure et quart de course à pied, ou alors du vélo aussi de temps en temps quand c'est possible. Dans ma routine, je fais du renforcement, surtout de la proprioception, c'est-à-dire du renforcement des muscles internes. Disons que j'ai en tête que j'ai déjà très très mal aux articulations et je sais que entourer ces articulations de muscles forts et durs, ça permet aussi de les protéger. Elles ont déjà été assez endommagées par cette maladie, donc je veux pas qu'elles soient endommagées aussi par le temps, et donc du coup j'essaie de les protéger en renforçant ça vraiment à l'intérieur de mon corps. Donc je fais du sport pas pour avoir des muscles qui gonflent, mais pour avoir des muscles à l'intérieur qui sont très forts et très puissants et qui permettent de
de pouvoir soutenir mes articulations. Et je fais aussi des assouplissements qui me permet de libérer un peu mes hanches, de libérer évidemment l'ensemble de ma colonne vertébrale. Et tout ça, c'est un ensemble assez équilibré parce que bouger le matin, c'est quand même quelque chose d'essentiel pour moi, quoi. Ah oui. Et est-ce que tu prends des suppléments, des compléments pour atténuer ta douleur ou améliorer justement ta mobilité articulaire, ce genre de choses? Alors, je suis très très intéressé par la nutrition et les compléments alimentaires. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, il y a plein de croyances autour de l'immunité et du microbiote. Et donc, je me suis intéressé à pas mal de sujets. Donc, je sais une chose déjà, c'est qu'on doit avoir un microbiote le plus fourni et le plus riche possible. Pour avoir un microbiote le plus riche possible, il faut se nourrir d'aliments le plus large possible. Et essayer de faire le moins possible de régime un peu... monodiète. Exactement, monodiète. Parce que ça appauvrit le microbiote. Par exemple, prendre des anti-inflammatoires ou prendre des antibiotiques, ça aussi, ça appauvrit le microbiote. Je sais aussi, évidemment, que les aliments qu'on mange, même si moi, je me cuisine tout personnellement, sont beaucoup moins énergétiques et beaucoup moins chargés de vitamines qu'avant, de vitamines et minéraux et tout l'essentiel dont on a besoin. Donc complémenter ça, c'est important. Donc oui, j'essaie de regarder la nutraceutique de façon un peu différente. Après, je suis toujours un peu méfiant sur finalement les origines des compléments alimentaires parce qu'on ne sait pas trop ce qui est mis dedans. Et je trouve que c'est particulièrement important pour une boîte qui vend ce type de complément d'être hyper transparent sur comment c'est fabriqué et d'où ça vient, quoi. C'est vrai que, alors tu parles de compléments alimentaires, nous on aime bien le terme de nutraceutique, mais c'est vrai que de façon générale, absorber quelque chose qui est dans une gélule, qui est sous forme de poudre, c'est pas ce qu'il y a de plus rassurant. D'où notre volonté, et notamment grâce à Camille qui est là aujourd'hui, de vraiment l'expliquer le mieux possible, de donner des analyses, de montrer des cartes avec les différents, avec les noms des fabricants. Ça, avant qu'on arrive sur le marché, il y a peu de boîtes de Nutra qui le faisaient. Et ça, c'est hyper important. Parce que le produit a vraiment besoin d'être expliqué, quoi. Beaucoup plus que quand tu vas acheter tes fruits et légumes au marché, c'est clair. Oui, et en plus on voit qu'en ce moment il y a quand même une vague d'intérêt sur l'équilibre, sur tout le sens qu'on peut avoir dans notre nutrition, dans le boulot, il y a une vague d'intérêt sur la nature, sur un tas de choses, et donc avoir cette transparence-là, savoir qu'en ingérant ce type de gélule, on fait du bien à notre corps et on ne fait pas du mal parce qu'il y a des produits qui seraient mauvais. Je pense que c'est hyper important. Mais moi, j'ai confiance en Camille pour qu'elle explique de façon scientifique les raisons pour lesquelles ça fait du bien. Oui, écoute, on s'y attache. C'est vraiment une valeur importante pour nous, la transparence. Et c'est pour ça que sur tout notre site internet, on trouve toutes les informations sur nos ingrédients. Et oui, et tu ressens, toi, de la part des patients, une certaine méfiance. Les patients sont particulièrement attentifs à la provenance. Alors, il y a à la fois, c'est assez paradoxal, à la fois une méfiance dingue, mais aussi un intérêt incroyable sur le sujet. Parce que lorsque vous souffrez, sincèrement, et moi ça m'est arrivé, vous essayez l'ensemble des solutions qui peut exister. Moi j'ai tout essayé. Quand j'étais en 2003, je prenais de la morphine, que j'avais mal tous les jours, que je me posais toutes ces questions-là, j'ai sincèrement essayé toutes les médecines parallèles qui existaient. C'est d'ailleurs pour ça que je suis rentré dans un régime hyper drastique, un régime alimentaire drastique, parce que on a dit que, et donc j'ai cru que j'ai fait de la mésothérapie, j'ai fait de l'acupuncture, je suis allé voir des magnétiseurs, j'ai tout fait pour essayer de plus avoir mal. Et donc c'est là où d'un seul coup on peut se retrouver finalement en difficulté ou dans un état de faiblesse et où on peut prendre des produits qui ne seraient pas
forcément intéressant ou qui serait mal fabriqué. Donc ils sont méfiants, mais il y a des fois vous êtes en capacité de prendre n'importe quoi. Alors Lionel, tu es venu nous voir avec un bouquin qui s'appelle La colonne bambou, dans lequel on te voit appuyé contre un bambou, tout sourire. Non, tu souris pas vraiment sur cette couverture, moins que dans la réalité. Il y a une préface de Alain Prost, le célèbre coureur automobile. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de ce bouquin qui est sorti quand ? Qui est sorti en 2009. Ok. Donc il y a quand même quelques années. Ce bouquin, c'est l'histoire de ma vie en fait. C'est tout simplement un bouquin qui parle de ma vie et qui intègre cette maladie qui a été particulièrement compliquée à des moments comme un paramètre supplémentaire dans une vie. J'avais envie de montrer aux gens que c'était possible de pouvoir avancer et réaliser des projets malgré les difficultés et que finalement, peu importe la maladie, je crois que dans la vie, il faut savoir se focaliser sur ce qui est décidable. Il y a des indécidables, cette maladie c'est un indécidable, et sur les indécidables, on n'est pas en capacité de pouvoir agir. Je sais pas, il y a beaucoup de pilotes de course, par exemple, quand vous arrivez sur une course, qui vous dit est-ce qu'il va pleuvoir ? Tu sais s'il pleut ? Est-ce que tu vas savoir s'il pleut ? Mais ça, on ne sait pas en fait. Ça, c'est un indécidable. L'idée, c'est de se dire, moi, je ne peux pas décider du temps. En revanche, ce que je peux décider, c'est de changer ma façon de piloter, de changer mes pneus, de changer les réglages de ma voiture si jamais il pleut. Mais en tout cas, cette pluie-là, je m'en fiche parce que j'ai pas d'action dessus. Mais c'est pareil pour cette maladie. C'est un indécidable. Passer ma vie à me dire là, qu'est-ce que j'aurais pu faire si j'avais pas été malade de ça ? Parce que oui, ça a handicapé mon évolution en ski puisque je suis arrivé à un moment où il a fallu où j'étais aux portes de l'équipe de France citadine. On aurait pu essayer d'avancer un peu plus, mais j'avais des résultats qui étaient en dents de scie parce que ça me générait des problèmes. Pareil pour le sport automobile, j'étais obligé d'arrêter le sport auto à un moment. J'étais dans une formule de détection de jeunes talents. Quand je serrais mes harnais contre moi, j'arrivais plus à respirer, j'avais des douleurs qui étaient insupportables. Alors je peux regretter ou alors je peux me dire qu'est-ce que cette maladie me fait, comment elle agit, pourquoi elle agit et qu'est-ce que je peux faire finalement avec ça. Eh bien, je crois que j'ai accompli pas mal de trucs. J'ai réussi à faire des épreuves du championnat du monde de rallye, en l'occurrence aussi en circuit, puisque je suis assez hétéroclite en termes de pilotage. J'ai piloté en championnat d'Europe avec une Ferrari F458. J'ai piloté aussi quelques protos en championnat d'Europe. J'ai fait du raid aventure et j'ai participé à une épreuve de championnat du monde de raid aventure qui s'appelle le Corsica Raid. Et donc finalement, en étudiant comment elle me faisait mal, pourquoi elle me faisait mal, eh bien en fait, je me suis mis à la comprendre, cette maladie, et à essayer de vivre avec et de ne pas vivre contre cette maladie. Voilà, c'est ce que j'ai voulu dire dans ce livre. Donc finalement, la maladie, elle apparaît, mais il y a plein d'autres choses qui y sont aussi. Il y a une histoire d'amour, il y a des histoires de pilotage, il y a des histoires de rencontres avec la Fondation Arthritis. Donc la maladie, ce n'est pas tout mon livre. C'est vrai que j'ai feuilleté un peu, j'ai commencé à lire l'histoire d'une rencontre en soirée avec une certaine Anna, des regards échangés. Ça a l'air plutôt bien écrit. Je vous conseille de lire ce bouquin. On le trouve où ? Eh bien, on le trouve à la Fondation parce qu'en fait, évidemment, il a été vendu en librairie largement. Et aujourd'hui, j'ai récupéré l'ensemble des bouquins. Et du coup, pour un don à la Fondation, eh bien, on peut avoir un bouquin. Donc, on fait une double belle action. D'abord, on fait un don à la Fondation et puis on a l'effet défiscalisation. Mais aussi, eh bien, on a un bon livre à lire pour l'été. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Tu as un Instagram, là en arrivant tu as fait une petite story de ton passage chez Nutri. Est-ce que tu veux que les gens s'abonnent ? Est-ce que tu as un message là-dessus que tu fais passer ou est-ce que c'est plutôt suivre le Facebook de la Fondation ? Est-ce qu'il y a un compte officiel ? Pour les gens qui peuvent être intéressés par ces sujets-là, comment est-ce qu'on fait pour te suivre ? Eh bien, effectivement, on peut suivre la Fondation puisqu'il y a un Instagram Fondation, il y a un Facebook Fondation Arthritis.
Donc arthritis, ça s'écrit ARTHRITIS. Il y a un site internet aussi, fondation-arthritis.org. Et évidemment, moi, j'ai mes propres réseaux aussi, avec Instagram et Facebook. On a aussi à la fondation un compte LinkedIn dans lequel on explique aussi comment on accompagne les entreprises finalement pour sensibiliser les collaborateurs à l'intérêt de l'activité physique pour rester dans le bien-être et dans le plaisir. Et donc c'est aussi ce qu'on fait sur LinkedIn. Et votre site internet est super bien fait, super clair, on comprend tout, tous vos projets, à quoi est dédié tout l'argent récolté pour la recherche. Il est très bien fait, c'est très pédagogique. Vous avez une approche très pédagogique aussi sur toutes ces maladies. Ça fait partie de vos missions, de vulgariser pour les patients. Oui, exactement. À plusieurs titres. D'abord, c'est quand même des maladies qui sont relativement complexes, avec un système immunitaire qui va d'un seul coup s'emballer. On essaie d'expliquer pourquoi. Mais aussi la transparence de cet argent qu'on peut nous donner, savoir où est-ce qu'il va, comment il est dépensé. Et moi, j'ai cet objectif de faire un vrai retour sur philanthropie. Alors, c'est pas un retour sur investissement, mais un retour sur philanthropie. Je veux que chaque euro qui soit donné à la fondation impacte le patient. Alors, on a la chance d'avoir Clarence qui prend en charge l'ensemble des frais de fonctionnement de la fondation. C'est-à-dire que si une personne, un grand public, nous donne 1 euro, c'est 1 euro qui sera totalement dédié à la recherche, puisque il n'y a pas de frais de fonctionnement, c'est Clarence qui prend ça. Donc ça rassure évidemment les donateurs. Et puis on a aussi sur notre site internet tout un listing de l'ensemble des essais thérapeutiques qui se font en France sur les rhumatismes. Ça intéresse pas mal parce qu'il y a beaucoup de patients qui m'appellent en disant « Ah, j'ai très mal, est-ce que je peux essayer un nouveau traitement, j'en peux plus ?» Et donc voilà, on a un listing de l'ensemble des essais qui se font, et donc les patients peuvent être même proactifs et rentrer dans la recherche. Je l'ai fait à plusieurs reprises. À participer aux essais. On peut Exactement. demander à être cobaye. Exactement, on peut demander à participer aux essais. Moi, je l'ai fait à plusieurs reprises, parfois de la bonne façon et parfois ça a pas bien marché, mais en tout cas, c'est des choses qui peuvent être intéressantes. Et d'ailleurs, là, on a un projet qui s'appelle Back for Pi, qui est sur l'intelligence artificielle et les big data, et qui vise à réussir à traiter de façon hyper personnalisée les personnes qui souffrent de mal de dos. Alors le mal de dos, ça c'est hyper courant. Eh bien, on peut rentrer dans la recherche en s'inscrivant sur un site qui s'appelle Compare, et à partir de là, on indique l'ensemble des informations. Ça s'intègre dans une étude qu'on est en train de mener. La personne devient une personne qu'on va accompagner sur les prochaines années dans la gestion de cette problématique de lombalgie, et demain on sortira de ça, j'espère en tout cas dans 3 ans, une application personnalisée d'intelligence artificielle qui va venir accompagner chaque patient qui souffre de mal de dos et qui, j'espère, demain va permettre de moins souffrir du dos. Donc rentrer dans la recherche, ça peut faire vraiment avancer les choses. Merci beaucoup à tous les deux, merci Lionel. C'était un plaisir. Merci beaucoup Camille, c'était chouette de te retrouver pour ce deuxième podcast ensemble. Oui, plaisir partagé également, merci à tous les deux. Vous pouvez retrouver ce podcast sur notre blog et toutes les applications comme Spotify, Apple Podcast. Quelle que soit la plateforme que vous utilisez, comme d'habitude, laissez-nous votre commentaire et vos avis, ça nous aide beaucoup à nous améliorer et également à monter en ranking sur notre podcast. Je vous souhaite une excellente journée, à très vite.